On parle beaucoup de politique, on peut poser aussi la question des populations, parce que c'est vrai que nos équipes nous le disent, quand elles tournent sur place, elles nous disent que c'est extrêmement compliqué. La preuve, Charline Hurel et Charlotte Lefetté, elles sont allées voir justement ces populations. Elles sont allées à la rencontre d'habitants, de simples habitants, des Palestiniens, des Israéliens, pour les interroger sur ce qui a changé pour eux depuis ce 7 octobre, et si d'après eux, la paix peut même être encore envisagée d'un côté comme de l'autre. Ce sont Sandra, Khalil et Marie qui ont accepté de répondre à cette question impossible. Est-ce que la paix est encore possible? Regardez. C'est la boulangerie emblématique, non loin de la bande de Gaza. Sandra s'est installée en Israël il y a 30 ans. Mais déjà, alerte bombardement. Venez, venez, tout le monde à l'intérieur. Refuge en lieu sûr. Roquette interceptée. Et travail repris aussitôt. Je vais lui refaire son expresso parce qu'il a dû refroidir. Profondément humaniste, elle ne parvient plus à conjuguer la paix avec l'infiltration du 7 octobre dernier. On est rentré pour tuer des juifs, pour kidnapper des juifs. Comment faire la différence entre ceux qui veulent faire la paix et ceux qui veulent nous tuer? On peut pas. On sait pas. On sait pas. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On tue tout le monde, on garde juste les enfants qui ont moins de 2 ans qu'on n'a pas réussi à endoctriner et on les élève avec l'amour de leur religion, mais l'amour de la fraternité. De l'autre côté du mur, pour séparer Israël de la Cisjordanie, Khalil, chrétien palestinien, ne parvient plus à trouver un sens, écartelé au milieu d'un conflit sans fin. Les pays arabes ne peuvent pas entrer dans Gaza pour apporter de l'eau. Je veux la paix avec Israël parce que ce sont nos voisins. On veut vivre en shalom, en paix, de la même manière que vous voulez vivre. Laissez-nous aussi une chance de vivre, nous et nos enfants. Le sexagénaire s'échappe de la caméra par pudeur. À l'étage, sa tante Marie peine à aborder le sujet. On espère la paix, mais je n'y crois pas. Parce qu'il y a la guerre. Et les enfants meurent. Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est quoi votre sentiment? C'est de la tristesse, de la colère? Qu'est-ce que vous ressentez? Le poids du silence, celui du fardeau dans lequel s'enfonce peu à peu le désespoir. Compliqué ces questions-là. Juste un mois après ces horribles attaques du Hamas, de poser cette question-là, c'est nécessaire et en même temps c'est insoluble. On peut pas y répondre. Lucas. Le désarroi des gens que vos envoyés spéciaux ont rencontrés est très important parce qu'il reflète tout le désarroi des Palestiniens en Israël, des Palestiniens de Cisjordanie, sans même parler des gens de Gaza qui, eux, vivent en ce moment un enfer, mais le désarroi face à qu'est-ce qui peut se passer après. Alors, c'est tout le sens de la mission de Blinken qui passe son temps là à faire des navettes dans tous les pays arabes et en Israël pour essayer de voir et puis surtout de contraindre un homme. Il y a un homme qui est Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, qui ne fait plus d'élection, qui a 87 ans, qui est un antisémite notoire, qui n'est absolument plus respecté par les Palestiniens de la rue, plus beaucoup par les autres hommes politiques palestiniens, et qui a écarté quasiment toute concurrence possible. Oui, et notamment d'un homme à qui Blinken probablement parle plus ou moins directement, qui est Dahlan. Dahlan, c'est un homme qui a été l'administrateur de la bande de Gaza au moment où l'autorité palestinienne avait encore la main sur la bande de Gaza, c'est-à-dire avant l'élection de 2007 qui a porté le Hamas au pouvoir. Dahlan est un Gazaoui, il vient de Khan Younes, je crois, il vit aujourd'hui en exil aux Émirats Arabes Unis. Il est peut-être l'un des hommes de la situation parce d'abord il est de Gaza, il connaît très bien les gens du Hamas, même si ce sont ses ennemis. Ce sont des ennemis, mais à qui il a parlé, il les connaît parfaitement. Il y a un autre homme dont on parle beaucoup de nous ici, je pense que les Israéliens ne l'envisagent pas du tout, c'est Marwan Barghouti, qui lui aussi est un ancien de l'autorité palestinienne, du Fatah, qui dirigeait une organisation terroriste à l'intérieur du Fatah qui s'appelait les Tanzim et qui a reconnu et revendiqué un certain nombre d'attentats en Israël qui ont coûté la vie à beaucoup de civils israéliens. Donc il est considéré par beaucoup de Palestiniens comme l'homme de la situation parce qu'il est en prison depuis plus de 20 ans. Voilà. Il y a peu de chances que les Israéliens le libèrent. Et quelle serait sa crédibilité aussi
Et puis on voit mal les Israéliens libérer quelqu'un qu'ils ont condamné pour terrorisme après une telle attaque terroriste. Dahlan est plutôt... En ce moment, et puis voilà, sauf que tout le monde n'aime pas Dahlan, les Saoudiens ne veulent pas lui parler par exemple. Donc, et derrière, il y a l'Égypte. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, pourquoi est-ce que tout le monde parle de l'Égypte? Parce que l'Égypte a administré la bande de Gaza. De 48 à 73, c'était égyptien. C'est les Israéliens qui le reprennent en 73. Et à partir de ce moment-là, les Égyptiens ont dit plus jamais on ne mettra les pieds. Même s'ils connaissent tout par cœur, ils ont des services de renseignement qui surveillent. C'est d'ailleurs eux qui avaient essayé d'alerter les Israéliens et Netanyahou quelques semaines avant l'attaque du 7 octobre. Ils ont des espions dans la bande de Gaza, mais pour rien au monde, ils ne veulent récupérer cette poudrière. En fait, ce qui est super compliqué, Magali, c'est que, il n'y a pas d'interlocuteur unique. Ça, évidemment, entre effectivement la Cisjordanie avec une autorité palestinienne qui est muette et pas respectée, la bande de Gaza avec le Hamas, et d'ailleurs le Hamas qui commence à investir sérieusement en Cisjordanie aussi, on en parlait la dernière fois. Enfin, je veux dire, tout ça c'est assez tentaculaire finalement. Oui, puis je rajoute un interlocuteur aussi très compliqué côté israélien, parce que les Américains, et d'ailleurs c'est ce qu'on lit des indiscrétions, notamment dans la presse américaine, l'administration Biden est de plus en plus nerveuse justement de voir ce qu'essaierait de préparer Netanyahou pour la suite aussi. Et Blinken, justement, qui essaye vraiment d'occuper le terrain et de mettre des espèces de lignes rouges. Quand Netanyahou, sur ABC, explique qu'Israël devra prendre la responsabilité de la sécurité à Gaza à l'avenir pour pas que se reproduise quelque chose comme le 7 octobre, Blinken immédiatement essaye de le recadrer en disant non, ça c'est pas acceptable. Et on voit bien que c'est quand même le grand flou. C'est-à-dire que c'est le grand flou sur qui doit administrer Gaza, à quoi ça doit ressembler. Les Israéliens évoquent des zones tampons de plus en plus élargies pour essayer de se protéger, justement. Les Américains disent non, c'est pas la solution. Ils vont voir les Égyptiens en disant bon, bah là, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Sisi dit non, il n'en est pas question, on ne remet plus le doigt dans cet engrenage-là. Et surtout, on ferme cette frontière pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de déplacement de population. Donc c'est vrai que la situation est extrêmement, extrêmement compliquée, avec une volonté des diplomaties occidentales d'essayer de remettre la question du processus de paix. Mais alors là, on en est bien loin. On en est quand même très très loin. Alors on en reparle.